Cet après-midi, l'objectif, Serge vient de le rappeler, c'est d'avoir à la fois ce retour critique partagé et collectif sur ces journées doctorales et aussi prospective, puisqu'il s'agit de voir comment tout ça peut évoluer dans la finalité qui est la nôtre, qui est de conforter l'existence de ce champ disciplinaire, de le rendre lisible pour les formations, de le rendre lisible pour la profession et plus largement. Alors, dans les éléments de ce regard prospectif, je tenais à vous transmettre de la part de la représentante donc, du ministère de l'écologie qui s'était excusée hier de ne pouvoir venir, qui depuis nous a transmis un petit message que je vais vous lire en séance. Suite à la conférence environnementale, le gouvernement a annoncé une loi cadre biodiversité comportant un volet paysager. Dans ce cadre et dans le cadre des 20 ans de la loi paysage, la ministre portera en 2013 un plan de relance paysage. Ce plan de relance s'adresse à tous les acteurs du paysage, élus, professionnels, associations, mais aussi grand public. Elle n'a pas mis établissement d'enseignement supérieur et de recherche, mais je le rajoute. Il s'articule selon les deux principaux axes suivants: prise en compte du paysage dans les politiques sectorielles de l'aménagement, sensibilisation au paysage. La mise en réseau des différents acteurs œuvrant en matière de paysage et la mutualisation des connaissances et pratiques est un enjeu très important. En ce sens, les journées doctorales en paysage sont pleinement pertinentes pour le ministère de l'écologie qui regrette de ne pouvoir être présent. Voilà, donc de la part de Lord Excidieux Le Cornec. Donc effectivement, cette perspective réglementaire peut être un objectif pour nous et pour notre réseau de dire des choses et notamment peut-être d'apporter des contenus dont on sait qu'avec à la fois l'éparpillement de la compétence paysage au sein des différents ministères, mais aussi le passage de relais avec le départ de Jean-François Seguin qui a laissé la place au sein du ministère de l'écologie au bureau des paysages. Il y a peut-être des éléments de contenu qu'il serait bon qu'on transmette à nos ministères pour participer à cette élaboration réglementaire. Mais c'est bien entendu pas la seule piste des suites que nous pourrions donner à ces journées doctorales et donc je vous laisse le soin d'en débattre avec une oreille attentive. On s'est consulté, mais c'était un peu compliqué en mangeant la garbure, mais on s'est un peu consulté à midi, enfin à 2 heures, pour voir finalement comment on pourrait organiser cette petite table ronde autour de quelques grandes questions qui ont été repérées par chacun ici comme étant celles qui ressortent de ces journées doctorales. Alors, on a pensé que, bien sûr, il y a beaucoup de questions qui se posent après toutes les interventions qu'on a entendues, sur le plan tout simplement de la méthode, c'est-à-dire de la méthode de la recherche, la méthode de la thèse, et autour de cette méthode, sur la question des terrains, par exemple, sur la question du terrain, de la place de nos terrains, sur la question, tu disais, de la modélisation, sur la question des corpus aussi, comment on construit les corpus. Donc toutes sortes de questions qui ont été abordées après les interventions, avec souvent des gens qui, du haut de leur grand savoir doctoral, vous ont parfois fait remarquer qu'il y aurait peut-être des choses à améliorer au niveau méthodologique. Donc voilà, ça c'est un premier volet. Deuxième volet, ce sont des questions plus, alors là, thématiques générales, de problématiques, qui sont des problématiques finalement très très contemporaines de la question paysagère. Alors, on a vraiment été frappé par le fait que l'atelier de ce matin, enfin la session de ce matin consacrée à l'écologie, avait été peut-être une des plus cohérentes, au sens où on voit bien qu'il y a vraiment là une question autour de laquelle il y a pas mal de doctorats qui se construisent. Et c'est pas seulement ce matin qu'a été abordée la question de l'écologie, elle a été abordée un petit peu pendant ces 2 jours de façon assez régulière. Donc on avait envie d'y revenir un peu dans le plus grand des désordres, hein, on vous prévient. C'est-à-dire on va simplement distribuer la parole, évidemment, à vous aussi. Et puis ensuite, par exemple, Philippe aussi va faire remarquer que la question de l'agriculture urbaine était revenue à plusieurs reprises et puis qu'au bout du compte, on avait beaucoup de mal à identifier ce que c'était que l'agriculture urbaine et à vraiment comprendre ce qu'on entendait par là. Donc peut-être ça vaut la peine d'y revenir.
Et puis enfin, il y a aussi peut-être dans ce qui a été proposé, non pas des absences, mais disons des questions qui sont essentielles ou qui l'ont été dans l'histoire récente de la recherche paysagère et qui aujourd'hui, enfin cette fois-ci, ne sont pas peut-être apparues au premier plan, comme celle notamment du temps. Alors le temps c'est un peu vague, mais en tout cas, comment on réinscrit le paysage ou ses représentations dans la durée. La question des dynamiques, par exemple, le mot dynamique, je trouve, a été très peu prononcé. Donc, peut-être on peut se demander pourquoi. Et puis aussi, par rapport aux questions qu'on avait posées dans l'introduction notamment, la question de du rapport entre ce qui a été, entre les recherches que vous avez entreprises et puis la question de comment est-ce qu'on parvient ou pas à théoriser le projet dans le domaine du paysage, les processus de projet. Qu'est-ce qu'emmène ce qu'on a entendu de ce point de vue-là? Alors je range ça dans les choses qui ont été un peu minimisées ou un peu absentes parce que je pense qu'effectivement, enfin nous pensons, puisque c'est ce qu'on se disait à midi, que c'est un aspect des choses qui a été relativement mis de côté et sur lequel peut-être il y aurait à réfléchir justement pour le futur des JDP. Donc voilà, bon, ensuite on laissera peut-être plus tard Georges conclure autour de, pour reprendre une thématique de ce matin, le paysage, quel horizon finalement, hein, ou le rapport paysage-action, quel horizon, mais bon, et donner peut-être des perspectives plus larges. Mais voilà. Alors peut-être sur la question de la méthode, d'abord, je ne sais pas qui veut, qui veut commencer. D'abord, je voudrais dire en préalable que j'ai trouvé que les présentations étaient toujours très bien préparées et qu'il y avait un très fort investissement des doctorants dans leur travail et dans leur thèse. Et donc ça, c'est très appréciable. Enfin, je crois on est à peu près tous unanimes pour faire ce constat. Et c'est très satisfaisant. Alors maintenant, du côté de quelques petites remarques du côté de la méthode, moi c'est vrai que dans l'atelier, dans la session 1 où j'étais répondant, il m'est apparu qu'il y avait quelques fils ou quelques questions qui étaient transversales aux différentes présentations. Alors la première, c'est la question de la comparaison, d'une approche un peu comparatiste. Plusieurs présentations ont éprouvé le besoin d'avoir comme terrain un terrain français et un terrain étranger. Et il me semble que c'est à la fois très riche, mais qu'en même temps, ça présente des difficultés. Et peu ont parlé des difficultés que ça représentait. Ni même des avantages, c'est-à-dire qu'on a fait comme si ça allait de soi. Et pour moi, ça ne va pas de soi parce que quand on est sur deux contextes différents, des contextes culturels, des contextes sociaux, on a besoin de resituer les choses dans l'un et l'autre contexte et puis d'expliquer justement l'intérêt de passer de l'un à l'autre, ce que ça apporte, etc. Donc ça, voilà, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être davantage mis en valeur par ceux qui adoptent cette démarche-là. L'autre fil transversal que j'ai relevé, c'est la question de la modélisation. C'est-à-dire que dans plusieurs exposés, les doctorants ont éprouvé le besoin d'avoir recours à un modèle théorique pour positionner leur démarche. Et notamment, donc c'était... je pense par exemple à un exposé sur les paysages de terrasse et puis un autre exposé consacré à la question aussi du corpus photographique. Le corpus de l'Observatoire photographique du paysage. Donc il y a eu... s'est exprimé le besoin de construire un modèle interprétatif. Alors, dans ces différents cas de figure, il me semble qu'il est important aussi de bien comprendre la façon dont on élabore le modèle, le pourquoi
et le rôle qu'on lui fait jouer. C'est-à-dire qu'il me semble qu'un modèle est construit pour produire de la connaissance, pour porter un éclairage, et notamment sur les corpus ou sur les terrains d'observation, et du coup expliquer en quoi le modèle apporte de la connaissance, ça me paraît très important, et de même que d'expliciter le rôle qu'on veut lui faire jouer dans le travail de thèse. Voilà. Donc il me semble que sur ces points-là, les choses pourraient être un petit peu plus approfondies. Juste une petite chose sur l'observation de terrain. C'est un peu ma spécialité puisque je suis ethnologue. Je voulais dire que c'est tout à fait important de s'appuyer sur des lectures théoriques, sur des théories, et la plupart d'entre vous s'y sont frottés avec beaucoup de courage. Mais je voulais insister aussi sur le fait que la thèse, c'est l'occasion exceptionnelle de pouvoir s'inscrire dans un lieu avec le temps pour le faire. Et ça, je crois que c'est très important et qu'il faut commencer tout de suite. Parce que dans plusieurs cas, nous avons vu des présentations de thèse où on commençait par les lectures, et on risquait de sombrer dans la dissertation à partir des lectures, sans démarrer sur un terrain concret. Et c'est vraiment la chance par rapport à la pratique professionnelle des paysagistes qui sont toujours dans l'urgence de la commande, la chance de la thèse, c'est d'approfondir la connaissance quasiment intime d'un lieu, d'un site, d'un contexte, qu'on peut ensuite élargir, bien sûr. Donc, ne différez pas le choix des terrains sur lesquels vous allez travailler, comme ça a été le cas à plusieurs reprises. Maïté. On ferait dans l'ordre. Moi, j'étais dans ce qui m'a vraiment marqué, c'est la diversité des outils mobilisés. Et en fait, effectivement, on va de la modélisation assez abstraite jusqu'à des choses très qualitatives, de l'analyse d'archives jusqu'à des textes, à des projets, à des analyses plutôt de projets, etc. Donc moi je crois ça représente en fait, il y a une grande diversité et il y a une grande diversité de chemins pour traiter cette question paysagère. Je crois que c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est la richesse des approches qui étaient mobilisées et j'imagine en fait je ne sais pas, mais j'imagine que pour les doctorants, ça doit être aussi très intéressant de pouvoir se rendre compte qu'on peut approcher le paysage d'une manière qui est aussi différente que par rapport à celle qu'on a. Ça permet de se dire que finalement, il y a beaucoup de choses possibles. Après, moi, ce qui m'a marqué aussi, je ferai peut-être une petite remarque sur... mais peut-être on reviendra sur l'écologisation, mais sur l'approche... historique et de la construction en fait de la pensée. Il y a beaucoup de travaux en fait qui s'intéressent à la construction de la pensée parce qu'il y a beaucoup de termes qui sont utilisés, mobilisés, enfin on sent ça par l'action. Et puis un des objectifs, si on veut commencer à déconstruire cette action, c'est déconstruire la pensée qui les a sur lesquels elle est censée reposer. Et là, il y a pas mal de travaux qui sont dans ces approches. Et la sensation que j'ai, c'est que ça serait peut-être bien qu'il y ait plus peut-être de transversalité ou d'informations qui passent pour que ça puisse être finalement constructif, qu'on on ne revienne pas sur des choses déjà existantes, mais qu'on construise quelque chose de nouveau à partir de ce qui existe un peu partout. Voilà. L'idée, c'est peut-être plus de dialoguer. Donc, je vous propose peut-être de réagir par rapport à ces premières remarques. En fait, l'idée, c'est
on trouve un peu que pas mal de communications ont présenté surtout un cadre théorique et méthodologique, et que la question des terrains est arrivée un peu tard. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes nombreux à être aussi en première année de thèse. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a paru nécessaire parce que vous débutez la recherche, ou est-ce qu'au contraire, vous aviez peut-être mal compris l'attente? Enfin voilà, est-ce que ce serait bien qu'on échange là-dessus, quoi, hein, avant de passer peut-être aux autres thèmes qu'a énoncé Serge. Moi, je pense que j'ai ressenti un certain décalage finalement entre... Enfin, quand j'ai commencé, j'avais lu des thèses en fait, et j'ai essayé de voir comment c'était construit. Et puis c'est vrai que y a un plan de rédaction finalement qu'on voit qui a des définitions, quelque chose d'assez assez linéaire, qui se ressemble finalement, des plans qui se ressemblent et qui sont assez méthodiques. Et finalement, le travail de thèse, il y a un plan de travail qui est pas du tout linéaire finalement. C'est un ensemble d'allers-retours entre le terrain, entre la théorie. Et ça, moi je l'ai découvert, finalement, je le découvre, et je l'ai découvert un peu tardivement peut-être. Je pense que les terrains d'études, j'aurais été d'abord dessus, ou plus tôt peut-être, si j'avais incorporé ça plus vite. Et c'est vrai que c'est assez délicat de passer ce plan de travail en fait. Il n'y a personne qui vous le construit. Enfin, c'est à vous de le construire, je pense que c'est à nous de le construire, mais oui, c'est assez perturbant en fait. Moi, j'ai suivi la même progression, c'est-à-dire j'ai lu beaucoup d'abord, je me suis noyé même parfois dans les lectures, parce que c'est abyssal finalement, toutes les lectures qu'on peut aborder avec l'outil Internet maintenant. Et j'ai reporté le travail de terrain à plus tard. Alors maintenant je le vois là, pourquoi. Je comprends un peu mieux pourquoi. Et le pourquoi, je crois que ça vient aussi de ma formation, enfin de notre formation de professionnels, où j'avais le sentiment de ne pas être assez armé sur le plan théorique, sur le plan de la connaissance, alors que le travail de terrain me semblait assez évident. Enfin, dire, en étant paysagiste, bon, on va sur le terrain, et ça fait partie d'un outillage, d'appareils méthodologiques qu'on a acquis, et finalement, c'était la facilité pour moi. Et le terrain, c'était même plutôt récréatif, et que je reportais après un travail qui me semblait nécessaire de lecture théorique et de capitalisation un peu de ce qui a été fait par des prédécesseurs et sur les terrains d'études, mes terrains de travail, mais également sur le plan des méthodes et de la construction théorique. Ceci peut-être peut expliquer en quoi on décale finalement en tant que paysagiste l'entrée en matière sur le terrain. Or, c'est vrai que moi-même j'ai entre guillemets perdu un an de travail sur le terrain parce que je reportais quoi. Ça me permet de rebondir sur ça. Et l'intérêt des journées doctorales en paysage, évidemment, c'est que si elles ont lieu en école d'architecture et de paysage, et en relation dans le réseau des écoles de paysage, c'est bien de dire que le doctorat, c'est pas quelque chose qui est en extérieur, qui est indépendant de la formation. Ça fait partie de... et c'est important justement de pouvoir vous aider, y compris même avant l'inscription en thèse, vous aider pour que ça ne vous semble pas quelque chose où vous avez besoin, vous êtes fragile et vous avez besoin de prendre les outils des autres. Je pense que vous avez des outils qui sont importants, et après de retravailler les méthodes, de trouver sa propre méthode, de la construire, et puis de développer toujours cet aller-retour entre le terrain et quel qu'il soit. Hein. Ça peut être aussi un texte, ça peut être aussi un discours, ça peut être... on est d'accord avec ça. Mais c'est important, c'est-à-dire pouvoir vous aider avant même l'inscription en thèse, pour que vous vous disiez, j'ai pas besoin de... Parce qu'après, vous vous perdez. Hein. C'est beau hein, aussi, c'est génial. Hein. Mais on n'a plus que 3 ans ou 4 maintenant, donc ça devient un peu... mais voilà, il faut avoir un peu de perche, et puis on peut se perdre un peu avant aussi, c'est pas mal. Peut-être sur la pratique du paysagiste, effectivement, et de cette peut-être ce qui caractérise effectivement les paysagistes par rapport à d'autres professions, c'est cette nécessité de partir du terrain. Moi, je le revendique comme une des caractéristiques de mon mode d'action, c'est-à-dire de partir effectivement du terrain, mais de me servir du terrain non pas dans l'absolu, mais comme un interlocuteur. C'est-à-dire qu'il soit à même de me poser un certain nombre de questions sur lesquelles je vais aller raisonner à côté, quoi. Et non pas de le prendre en absolu comme étant représentatif de la multiplicité des terrains, quoi. Et je trouve ça plutôt intéressant, et je pense que ça forme notre caractéristique, et on est bien dans des masters qui tournent autour du paysage, donc il faut bien qu'il y ait cette caractéristique-là. Et puis,
je pense que l'intérêt aussi de travailler dans cette démarche-là, c'est peut-être ce qui va suivre dans les autres interrogations, c'est de se rendre compte qu'il y a des questions qu'on ne maîtrise pas, enfin voilà, qu'on est incapable de maîtriser, et donc il faut bien qu'on aille interroger des disciplines annexes, que ce soit autour de la sociologie, on l'a vu aujourd'hui, de l'agronomie à propos de l'agriculture urbaine, ou même de l'écologie, sachant que moi je suis paysagiste, je ne suis absolument pas un écologue, je ne suis pas un agronome, et j'ai besoin de disciplines annexes, quoi. Voilà. Mais je pense qu'il faut aussi être conscient que si on n'a pas les réponses, on va les chercher ailleurs, quoi. Voilà. Sur la question écologie, paysage, je trouve que ce matin, Françoise a bien ouvert le bal, en particulier pour ce qui concerne les paysagistes, parce que en parlant de ce couple de plus en plus fort entre paysagistes et écologues sur le marché de l'aménagement en général, avec toute une série de questions qui se posent sur cette base, de la façon dont la question du paysage dialogue aujourd'hui avec l'écologie, et bien sûr au-delà de cette discipline récente qui s'est constituée et qui a pris le nom, de façon usurpée ou pas, d'écologie du paysage. Mais je pense que le débat dépasse le débat de l'écologie du paysage, bien sûr. Donc, sur cette question-là, juste peut-être en deux mots, il me semble que, quand on lit un petit peu la littérature aujourd'hui sur l'action en matière écologique, en particulier de l'ingénierie écologique, sur la question de la restauration écologique, etc., on se rend compte en gros que tout ce mouvement a été initié par une nouvelle écologie, que l'on peut appeler l'écologie des perturbations, c'est-à-dire une écologie qui rompt avec les vieilles théories climatiques qui avaient dominé au temps de Odum, etc., dans les années 60, encore 70, voire 80. Et donc, on se rend compte que apparaît une écologie qui est vraiment fondée sur l'idée que le bénéfice écologique le plus important est atteint par une gestion au jour le jour, en quelque sorte, et prolongée à l'infini dans le temps des relations entre nature et société. C'est sur cette base que naît l'écologie aménagiste, mais ce n'est pas sur cette base que l'on aménage écologiquement. Et bien souvent, c'est pour aller au plus simple, et parce que c'est tellement mieux de parler d'équilibre naturel que de déséquilibre permanent, on voit ressortir la vieille écologie climatique avec son attirail de renaturation qui, j'avoue, moi, me pose un problème éthique considérable. Où est la question du paysage là-dedans? À quoi sert le paysage dans la question de l'action écologique aujourd'hui? Comment est-il instrumentalisé? Que font les paysagistes? Où ils en sont éthiquement, intellectuellement, philosophiquement, épistémologiquement, même avec l'écologie? Ça me paraît être un champ absolument fondamental de réflexion à l'heure actuelle. Pour compléter et peut-être préciser la remarque de Serge, je reprends ces termes, du coup, c'était aussi ce matin dans la session. Donc il a dit on n'a pas construit la critique de la relation. On n'a pas construit la critique de la relation environnement et paysage dans le domaine de l'action. Et voilà, alors il me semble que c'est à vous de construire cette critique-là, c'est-à-dire non pas d'essayer de s'emparer de l'ensemble du champ des relations entre environnement et paysage, mais justement de mobiliser en fait le corpus, de trier, de hiérarchiser dans le corpus en vous positionnant par rapport à l'action. Enfin, il me semble que c'est comme ça que vous pouvez faire ressortir une problématique de recherche. Et je pense par rapport notamment aux termes, je ne sais pas s'il faut appeler ça des concepts, j'allais dire aux termes notamment de nature en ville, de cité verte, de ville verte, etc., etc. Je pense qu'il est indispensable, mais c'est ensemble, nous chercheurs confirmés, enfin enseignants-chercheurs et vous, doctorants, de construire une critique de cette relation entre écologie et paysage dans l'action. Et c'est en déconstruisant du coup ces concepts de ville verte, de nature en ville, etc., qu'on peut faire cette chose-là, il me semble. Oui, pour prolonger ce que tu dis, ce qui est frappant, c'est que les paysagistes ils sont confrontés à des concepts de l'écologie scientifique, mais qui ont déjà été transposés, triturés, retraduits par d'autres.
par la commande publique, par exemple. Les élus, ils ont leur traduction de ces concepts. Les aménageurs, bien sûr. On sait bien qu'on est passé du corridor écologique des écologues aux trames vertes. Mais il y a une série de traductions comme ça qui courent dans la société tout entière. Il y a une vulgate écologique qui est celle des habitants que moi je retrouve quand je regarde comment fonctionnent les jardins partagés, les jardins collectifs. Elle est là, la vulgate. Ils ont tous ça dans la tête, les jardiniers. Donc, comment font les paysagistes avec tout ça? C'est un problème formidable, je trouve, à analyser. C'est vrai que c'est quelque chose d'important, mais je me demande dans quelle mesure il n'y a pas finalement quelques-unes des thèses là qui justement, sans parler d'écologie urbaine, sans aborder les questions frontalement, génèrent finalement des positions qui nous font reconsidérer ces questions-là. Et notamment sur on a beaucoup parlé de l'horizon, la thèse sur l'horizon. Je pense que d'une certaine manière, elle pourrait être tournée pour justement outrepasser ces questions et permettre une réponse de paysagiste sur ces questions-là. Mais du coup, effectivement, on a du mal à le concevoir de façon directe. Mais je crois que le côté indirect, alors c'est une hypothèse, hein. Il me semble que les thèses indirectes, je ne sais pas si ça existe, je ne sais pas comment vous dites dans votre milieu, les thèses indirectes, elles sont assez intéressantes, elles pourraient être assez intéressantes sur les questions d'écologie du paysage ou de choses comme ça. Mais il faut savoir les décoder de notre côté. Oui, non, je voulais juste ajouter qu'on parle beaucoup de paysagistes et je sais qu'il y a beaucoup de non-paysagistes dans la salle. Et on est, nous, un certain nombre de non-paysagistes, même si on forme des paysagistes aujourd'hui. Donc je pense que l'enjeu, c'est pas la défense du paysagisme face aux méchants écologues. C'est la façon dont on peut faire, je pense, réémerger l'enjeu du paysage qui est aujourd'hui concurrencé très fortement par celui de la biodiversité. Mais c'est plus, je pense, le paysage, l'entrée par le paysage dans les politiques d'aménagement qui, si on doit défendre quelque chose, doit être défendu. Et, c'est pour aussi essayer d'impliquer les non-paysagistes de la salle, quoi. Mais moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est de ne pas avoir entendu, en tout cas ce que j'ai entendu, le terme compensation. Françoise Dubos évoquait tout à l'heure le fait que le concept de corridor écologique s'est transformé en concept crâne vert et bleu et on ne sait plus tellement ce que c'est. Moi, c'est moi qui rajoute ça. On a j'ai le même sentiment à propos de la compensation écologique. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le Grenelle d'environnement, il y a une doctrine qui est en train de se formaliser au ministère de l'Environnement qu'on appelle la doctrine ETR. C'est-à-dire, non pas ETR, si, éviter, réduire, compenser les impacts. Pardon ? ERT, pardon. Et à propos, on comprend que dans le cas des études d'impact, on travaille sur la mise en œuvre de cette doctrine, mais à propos du troisième aspect, c'est-à-dire la compensation, compenser, on évoque largement la question de la compensation écologique et la Caisse des dépôts et consignations est en train de lancer un grand projet dans ce domaine permettant à les aménageurs de financer ces projets. Bon. Mais la compensation paysagère, je ne la vois pas évoquée. Et là, il y a probablement un travail à faire sous quel est l'apport possible du paysagiste ou des universitaires sur cette question de la compensation, qui ne serait pas qu'une compensation écologique. Je n'ai pas de réponse, mais c'est une question que je me pose. Sinon, le paysage disparaîtra. Le jour où on ne parlera que de compensation écologique, bon, il y a une entrée qui ne sera plus prise en compte
par les autorités administratives. Pour réagir à ça, moi je propose encore une autre piste peut-être, c'est que on aura certainement gagné le jour où il n'y aura plus de destruction et compensation, mais certainement des projets cohérents et gagnants pour tout le monde, quoi. Voilà. Mais c'est que moi je n'étais pas aux journées parce que j'enseignais, alors je vais peut-être dire quelque chose de très trivial et qui a été déjà dit. Mais dans ce que tu as dit, je pense aux travaux de Jan Makark. Est-ce qu'on ne veut pas réinventer la roue? Il y a déjà une forme d'approche qui existe, Design with Nature. Oui, ça revient en fait à l'idée que j'ai énoncée tout à l'heure sur la question de la pensée. Il me semble qu'en fait, ce qui est très important, c'est de mettre au clair beaucoup plus précisément les influences et les courants de pensée qui ont construit cette écologisation, en fait, et son inscription dans l'action aujourd'hui. Et c'est ça qu'on voit apparaître en fait dans beaucoup de thèses, parce que qui se posent la question sur la nature, sur les pratiques, etc. Et voir comment la question écologique, eh ben, elle est amenée un peu sur le devant de la scène. Et ce processus de construction paraît extrêmement important pour avoir justement un regard distancié par rapport au discours de l'action propre. Lorsqu'on dit ville, nature, ou landscape urbanism, ou agri-urbanisme, etc. Parce que c'est un peu le mouvement, c'est de tout mêler, parce que comme tout est tout mêlé, bon, on accole les noms, et puis avec ça, on va arriver à faire de l'action pertinente ou de la réflexion pertinente. Mais c'est pour déconstruire ça, à mon avis, c'est bien retourner sur McHarg, sur comment s'est construit la pensée, pour voir comment elle est remobilisée, parce que c'est un peu ça qui se passe. Mais apparemment, il y a d'autres choses qui se sont passées depuis McHarg, et donc il faut aller voir Anaïs Léger qui t'expliquera. Avec McHarg, il faut dire quand même, quand ça s'est développé aux États-Unis, les outils n'étaient pas encore là. Maintenant, on a les outils. Donc il faut vraiment y croire, et cette manière de procéder, d'analyser le paysage de manière systématique avec des outils SIG ou autres, ça te peut donner des belles choses, j'insiste. Et moi, j'ai pas vu beaucoup de gens qui avaient ces orientations-là, et je pense que c'est une démarche, il faut pas en avoir peur. On peut faire du paysage avec des démarches très objectivantes et avec des outils tels que les SIG. Donc moi, ce que je disais à la fin de ma présentation, c'est que finalement, il y avait eu une sorte de tournant de l'écologie. Vous entendez pas? Ah d'accord, ok. Donc il y avait une sorte de tournant depuis l'écologie comme science plutôt analytique, d'analyse, vers réutiliser le jargon, la rhétorique, les outils, les méthodes de l'écologie au service d'un projet plus opérationnel, enfin d'une démarche plus opérationnelle. Moi, c'est un peu ce que j'ai compris du chemin qu'on a fait depuis McHarg jusqu'à aujourd'hui. En fait, McHarg, il analysait, enfin par couche d'analyse, le site et le site d'études pour identifier des zones d'action. Mais finalement, il n'utilisait pas vraiment l'écologie et ses concepts comme méthode opérationnelle. Et je pense que le paysage fait ce tournant, en fait, par rapport à l'approche de McHarg. Donc, je pense que ouais, voilà, depuis les années 70, c'est peut-être le pas qu'on a fait par rapport à cette méthode écologique. Il y avait aussi la question de l'agriculture urbaine, sur laquelle Philippe peut dire un mot, puisque c'est lui qui l'a proposé. Donc, alors je vais te passer la parole, mais j'annonce les deux autres thématiques qui étaient un peu plus cryptiques pendant ces journées, c'est-à-dire celle du temps, de la durée, des dynamiques, celle aussi de ce qu'on peut tirer de tout ça au niveau d'une pensée, des processus de projet dans le domaine du paysage. Je lance simplement les questions, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps pour en parler, mais si vraiment, si quelqu'un veut s'exprimer sur ces sujets-là, voilà, on peut encore prendre quelques minutes. Sur l'agriculture urbaine, peut-être ? Non, je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. On a parlé à plusieurs reprises d'agriculture urbaine, mais on ne savait pas vraiment quel type d'agriculture urbaine il s'agissait.
il y a des formes très différentes. Et par exemple, à un moment, j'ai entendu une doctorante qui finalement a évité le problème en évoquant le mot projet agri-urbain, mais le résultat est le même. On ne sait pas de quoi il s'agit. Vous savez que je suis juriste. Le juriste se pose exactement le même problème. On ne sait pas ce que c'est que l'agriculture urbaine. Je n'en sais rien. Moi, je veux bien réagir à cette question, parce qu'effectivement, la question agri-urbaine m'intéresse et sur laquelle on travaille aussi. Sur la définition, ça se saurait s'il y en avait une exacte. Voilà. Il y a des groupes actuellement en Europe qui travaillent sur la définition. Par contre, ce qui m'a semblé le plus étonnant, c'est qu'on a presque cru, en vous entendant parler d'agriculture, que vous étiez en hors-sol. Or, il y a une chose qui, moi, paysagiste, m'intéresse, c'est que l'agriculture est intimement liée à la qualité des sols, à effectivement son épaisseur, son type de production, et là-dessus, on a entendu peu de choses. On a entendu des discours écolos, des discours effectivement sur la spatialité, mais très peu effectivement sur la question de la qualité du sol. Or, si je peux essayer d'imprimer ici, je pense que dans les prochaines années, ce sera une question qui sera importante. Je pense notamment à la lecture des crises alimentaires, à la lecture des crises énergétiques, à la lecture d'un certain nombre de crises qui nous, même les crises climatiques aussi. Et ce retour là-dedans sur une critique du sol, à mon avis, me semble indispensable. Oui, d'accord sur les questions de l'agriculture et du sol, mais il me semble que les travaux qui sont en cours à l'heure actuelle, ils essaient d'abord de passer un cap qui n'a toujours pas été passé, qui est celui de construire cette relation de façon concomitante entre ce qui est ville et agriculture. Parce que la tendance récurrente, c'est, quand on parle d'agriculture urbaine, c'est d'aborder la chose par le biais de l'agriculture et justement du sol et de l'agronomie, ou alors des questions de système de production, ou des questions qui sont propres à vraiment la caractéristique d'agriculture, en se disant, avec le présupposé, que l'agriculture qui se trouve près de la ville ou dans la ville est une agriculture spécifique, et donc on l'étudie comme un objet à part. Et ça a été la tendance finalement de continuer à travailler sur cet objet qui est quand même assez particulier de par sa position, avec une entrée très sectorielle, où justement la question agronomique, les agronomes se sont intéressés à ça. Il y a eu pas mal d'études faites sur les spécificités des exploitations, des systèmes d'exploitation, des systèmes de production, des pratiques des agriculteurs. Dans ce contexte urbain ou périurbain. Et de l'autre côté, ce qu'on voit, c'est que la ville continue à considérer l'espace agricole comme un espace ouvert, blanc, neutre, où il n'y a rien qui se passe. Et quand il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe, c'est pour ça sa décontenance. Donc on est toujours dans cette perspective. Pour moi, on n'a pas bougé de là, on est toujours là. Et toutes les questions et les choses qui émergent aujourd'hui, c'est pour essayer de sortir de là. Alors il y a un peu tous les biais, il y a des projets concrets, il y a des réflexions. Et je pense que les thèses aujourd'hui, qui ont été proposées, les projets de thèse qui ont été proposés, c'est justement, ils sont hors sol parce qu'ils essaient d'essayer de construire un cadre où les approches ville et agriculture peuvent être conçues en même temps ou dans quelque chose qui serait d'un ordre d'interaction, à essayer de comprendre les interactions et pas une entrée privilégiée. Et c'est finalement assez difficile parce que ça soit dans la construction de la pensée, de la connaissance, on reste très sectorisé, même dans la recherche, c'est quelque chose qui est très séparé. Et dans le domaine de l'action, on n'arrive pas non plus à l'action, elle se retranche derrière les compétences qui sont des compétences territoriales de l'agriculture. L'agriculture, c'est le rural, et la ville, c'est l'urbain. Et donc, c'est pour ça que je pense que, pour défendre un peu les sujets de thèse sur cette question, que la question est vue et on essaie de la voir d'un peu plus haut pour vraiment essayer de construire un cadre théorique qui puisse allier les deux. Et ça implique qu'on s'éloigne aussi peut-être de ce qui est agro-agri. Et l'autre chose qui est obligatoire aussi en ce type de sujet, c'est que un doctorant tout seul, il ne peut pas faire ce que fait une équipe, c'est une approche forcément pluridisciplinaire. C'est là que c'est possible.
Je crois que pour avancer dans cette question, il faut sortir un peu du monde occidental parce qu'il y a des pays émergents, comme Chine par exemple, où l'agriculture urbaine c'est vraiment un problème social. Il y a des politiques étatiques autour du développement de l'agriculture urbaine avec les fins sociales. Je ne sais pas quelle dimension spatiale peut avoir cette politique. Peut-être ils ont déjà, parce que c'est une échelle tout à fait différente de ce qu'on a dans les sociétés occidentales. Moi, je vais dans votre sens. Donc, je redis que j'étais en retard, je suis arrivé pour la garbure, donc il y a des choses peut-être qui ont été dites. Mais il faut sortir du monde occidental, parce que dans les villes dites des pays du Sud, et ça va peut-être chercher la définition de la ville, des activités de la ville, l'agriculture est complètement insérée. Je connais un programme campus sur Tananarive, 2 millions d'habitants, mais le programme s'intitule l'agriculture en ville. Et on a des... Voilà. Là, pour le coup, effectivement, la question des comparaisons, on voit tout de suite la pertinence. Et la deuxième chose, c'est on revient aussi sur la question du temps, parce que je pense, y compris dans les villes européennes, là, pour le coup, le retour en arrière, il nous fait revenir sur les schémas des ceintures maraîchères, sur les relations ville-campagne, et certainement apprendre des choses. Pour, à nouveau, et je rebondis sur une question que tu posais tout à l'heure, réfléchir les crises. Et comment les relations ville-campagne, y compris dans le monde européen, vont revenir sur des choses du passé ou d'autres situations extra-européennes pour trouver des nouvelles réponses. Pour ouvrir notre chapitre, donc on a un peu discuté comme ça à bâton rompu entre les membres du comité scientifique, mais on aimerait aussi vous entendre sur ces questions-là. De possibilités de donner une suite à ces JDP qui ont, comme on l'a dit le premier jour, fait leur tour en quelque sorte, les 5 écoles de paysage. Alors bon, bien sûr, on pourrait imaginer qu'elles se prolongent dans d'autres institutions qui elles-mêmes prennent en charge les doctorats en paysage. La seule chose, c'est que le seul problème, c'est que peut-être qu'on arrive un petit peu, on s'essouffle un petit peu en raison du nombre de doctorants produits sur la question du paysage. On commence à avoir un peu fait le tour peut-être, enfin en tout cas on peut le penser. Donc il faut maintenant penser à comment est-ce qu'on poursuit ce dialogue extrêmement riche qu'on a et quelle forme on lui donne. Alors je vais passer la parole à 2 personnes qui portent une proposition et bien sûr vous pourrez intervenir. Donc d'abord Hervé qui propose quelque chose, d'ailleurs assez concrètement à Angers l'année prochaine, et puis après Laurence. Je te passerai la parole après. Ces 2 propositions ne sont pas une alternative, hein, je pense qu'elles sont compatibles. Comment ? Plus fort, oui. Donc même si la recherche en paysage ne se réduit pas à la recherche des paysagistes, il se trouve que dans les écoles du paysage, on a quand même un problème avec ça. On l'a évoqué par différents biais là tout à l'heure. Et je pense qu'il faut qu'on trouve des solutions pour discuter entre nous, entre écoles, sur la façon dont on peut faire pénétrer dans nos écoles, dans nos formations, une certaine culture scientifique autour de cet objet-là et de ses pratiques aussi. Donc la proposition était très simple, c'était de proposer, donc alternativement avec les doctorales, quelque chose de très léger, propre aux écoles, mais qui pourrait être quand même ouvert, enfin je ne sais pas, il faut qu'on réfléchisse à ça. Un séminaire d'une journée simplement sur une question de recherche ou une question de méthode qui intéresse les paysagistes dès lors qu'ils s'attaquent à la construction d'une thèse ou d'une recherche, quoi. Voilà. Bon, moi, le point que j'avais évoqué, qu'on avait discuté un petit peu entre nous comme ça, voilà, c'était également au terme de ce premier cycle un petit peu, là, comme tu l'as appelé, Serge, de réfléchir à une ouverture internationale,
sur cette base. Quand même, toujours je pense, enfin, c'est bien de garder une idée, parce que les journées doctorales, c'est pas des séminaires, c'est pas des colloques, donc je trouve quand même cette idée de journée doctorale du paysage, c'est quelque chose d'important pour vraiment continuer à discuter de ce que c'est que la thèse en paysage, de la recherche en paysage, etc. Donc garder vraiment ce fil rouge là, et puis peut-être essayer avec d'autres réseaux de partenaires, et puis avec un rythme qu'il faudra construire. Ça sera sûrement pas un rythme annuel, hein, mais de faire des journées doctorales plus explicitement ouvertes à l'international. Peut-être pas forcément tous azimuts comme ça, mais trouver des partenaires qui ponctuellement pourraient prendre en charge en fait telle année en Angleterre, telle année en Italie, telle année en Espagne. Enfin, voir si c'est possible, hein. Et puis ça c'est un premier point, parce que je pense que à la fois les thèses, on voit bien comment il y a une obligation quasiment, hein, d'ouverture à l'international, aussi à des corpus théoriques internationaux, hein. C'est pas que le fait d'aller se promener ailleurs, on est bien d'accord, hein. C'est vraiment de pas rester franco-français en gros, quoi, hein, pour aller vite. Et puis la deuxième chose aussi, je pense que là, les questions de vivier que tu poses, etc., il y a aussi certainement une ressource encore qui n'est pas complètement touchée dans d'autres disciplines. Je pense par exemple à l'histoire de l'art ou à d'autres domaines qui pourraient tout à fait avoir leur place dans ces journées doctorales, et qui, je pense, tout simplement manque d'informations, hein. C'est-à-dire que je crois qu'il y a des réseaux de masters de recherche sur le paysage qui ne sont pas du tout touchés. Oui, donc en fait, par rapport à ça, je voulais dire que j'étais allée à la conférence ECLAS en septembre, en Pologne. Et du coup, on était 200, je crois, et il y avait un peu tous les pays européens et autres qui réfléchissaient sur la recherche en paysage en Europe. Il n'y avait pas de Français, enfin, je crois une ou deux, il n'y avait aucune école française représentée. De Blois, oui, d'accord. Et après, pour Versailles, il y avait Martin van den Toorn qui présentait la démarche versaillaise. Et du coup, au cours de cette conférence qui a duré 4 jours, il y a eu une demi-journée, c'est une sorte de journée doctorale européenne du paysage, où il y a eu tous les doctorants, quelques doctorants, qui ont présenté leur thèse. Et en fait, il y avait vraiment une demande explicite de ne pas uniquement présenter sa thèse, mais de présenter sa méthodologie de recherche. Donc du coup, chaque doctorant présentait uniquement sa méthodologie de recherche, plus ou moins les résultats, mais vraiment la démarche méthodologique. Et l'idée de la journée, c'était de parler de ça, et à la fin d'essayer de réfléchir à une méthodologie de recherche propre au domaine du paysage. Donc c'est pas mal. Et le prochain rendez-vous de l'ECLAS, c'est à Rome en avril, je crois. Et il y a cette journée doctorale qui va qui va être... C'est ça peut-être, je sais pas. Mais donc du coup, ça existe déjà, quoi, ce genre de rendez-vous internationaux. Voilà. Moi, je voulais dire que j'ai pas participé cette année, j'ai participé l'année dernière en tant que doctorante. Et pardon, c'est vrai qu'il n'y a pas de micro. En fait, je voulais dire que je sais pas. Bon bref, je parle devant. Je prêche peut-être un peu pour ma paroisse, mais j'ai trouvé qu'effectivement, ça me fait plaisir de vous entendre parler d'histoire de l'art, parce que j'ai trouvé que cette session particulièrement, il y avait très peu de réflexion autour de l'art. Enfin, c'était vraiment sur l'action, sur l'opérationnel. Enfin, moi, j'ai vraiment remarqué que dans toutes les communications, il était question de choses opérationnelles. Et du coup, ça me fait penser aussi à ce qu'a dit ce monsieur, je ne sais plus son nom, en disant qu'il fallait peut-être aussi aller voir ce qui se faisait à côté, et que cette communication sur l'horizon, elle a eu l'air d'ouvrir aussi quelque chose, parce qu'en fait c'était absent, en tout cas dans cette session. J'ai pas eu l'impression de cette absence il y a 2 ans à Lille, et pas vraiment non plus l'année dernière. Mais je trouve que c'était effectivement là peut-être un peu absent, et du coup je me demande, bon, ne le voyez pas comme... enfin, je voudrais pas
polémiquer, mais du coup, le fait de se dire, bon, bah, peut-être qu'on arrête les JDP et puis qu'au contraire, on fait un séminaire théorique pour les paysagistes, etc., ben, du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de faire ce dont parlait justement Anaïs avec le landscape urbanism, en se disant finalement la recherche sur le paysage, elle appartient aux paysagistes. Donc eux, comme ils ont une méthode à eux qui est le terrain, l'action, etc., et qu'ils ont besoin effectivement, enfin c'est important pour eux de comprendre cette méthode, etc. Du coup, on va s'intéresser à ça et mettre en place ça, au détriment de, en fait, ce qui, je trouve, est intéressant dans ces rencontres, c'est le fait qu'on soit plein de disciplines différentes, que, en plus, quand ça bouge d'école, ça bouge aussi de... Enfin, moi, je dis, ça m'aurait intéressé qu'il y ait de l'art, mais ça m'intéresse aussi que, finalement, ce soit une autre approche qui soit mise en place ici. Enfin, le fait que dans les 5 écoles, on sente aussi des orientations différentes. Enfin, pour moi, c'était ça qui était intéressant dans les JDP. Donc, voilà, je voulais le souligner. Oui, non, enfin, moi, je vais être assez bref et me répondre sur, oui, sur cette idée que, évidemment, l'ouverture est essentielle et il n'est pas du tout question de la réduire. Et je pense qu'au contraire, l'ouverture vers l'international, c'est au contraire une possibilité de discuter davantage d'autres formes de recherche ou de recherche comparable, quoi. Donc je crois qu'il faut voir cette ouverture vers l'international comme une véritable ouverture, et le séminaire également. C'est-à-dire que je pense que le séminaire doit être un lieu de débat, de dialogue, de réflexion autour d'une thèse qui traite du paysage et des différentes formes que peuvent prendre ces thèses. Et je crois que déjà là, on l'a vu à travers ces journées doctorales, bon, c'est celles-ci qui viennent de se dérouler, mais lors des précédentes, c'est quand même l'occasion de discuter aussi des différents ancrages disciplinaires et de la façon dont le paysage s'articule à ces ancrages et la façon aussi dont ces ancrages disciplinaires peuvent discuter les uns avec les autres. Donc la dimension du dialogue, moi je pense qu'elle est évidemment extrêmement importante et il faut la conserver absolument, et je crois que c'est l'intention de tous. Mais l'idée du séminaire, je pense que c'est effectivement une idée importante, que l'on puisse aussi discuter de la place que prend le projet de paysage et le type de recherche que l'on peut faire sur le projet de paysage et autour du projet de paysage, et qu'on en discute, mais j'allais dire pas de manière trop monomaniaque, au contraire de manière ouverte, et voir la façon dont ça peut s'articuler avec le reste, bien entendu. Pour le dire autrement, je suis d'accord avec vous pour dire que l'intérêt des doctorales, c'est que les disciplines échangent entre elles sur cet objet-là. Mais il y a un problème, c'est que les paysagistes, eux, n'ont pas de discipline. Enfin, je le dis comme ça pour pointer un problème de discipline académique. Mais donc c'est une réflexion sur est-ce qu'on doit formaliser davantage ce que pourrait être une discipline du paysage. Mais c'est pour réfléchir autour de ça. Voilà, moi, je suis géographe, vous êtes autre chose. Mais les paysagistes, que sont-ils? Enfin, quelle est la discipline du paysage? C'est ça la question. Je vais couper court à la discussion. Oui, alors...